À la une ce soir, opération de sécurité routière ce matin à Fort-de-France. Les conducteurs ayant consommé des stupéfiants étaient dans le viseur de l'escadron départemental de la sécurité publique. La priorité était donnée à la prévention plutôt que la répression. Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance réunit ce matin à Fort-de-France. La sécurité de la ville, le préfet et le procureur réfléchissent à de nouvelles actions pour lutter contre la violence. Ils sont revenus sur le week-end dernier qui a été particulièrement sanglant. Troisième jour du procès de Kevin Dour et 6 de ses présumés complices. L'audience a été plus sereine que les 2 premiers jours. L'accent a été mis sur les surveillances téléphoniques décriées par les avocats des accusés. Enfin, les parents de Magali Méjean sont en Martinique, accompagnés de leur avocat. Ils entendent relancer l'enquête sur la mort de leur fille. La mère et son avocat sont d'ailleurs notre invité ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Les rues de la capitale étaient sous contrôle ce matin. Une opération de sensibilisation organisée par la direction départementale de la sécurité publique visait aujourd'hui les conducteurs ayant consommé des stupéfiants. Installé au boulevard Général de Gaulle, un escadron a réalisé plusieurs contrôles avec quelques sanctions à la clé. Reportage de Johan Boulard. Mettez-le sous la lampe, il y a plus de salive sous la lampe. Frottez bien, frottez. Voilà. Et faites-le, voilà. Un contrôle que vous avez peut-être déjà subi vous-même. Les hommes de la DDSP ont dégainé ce matin non pas leurs armes, mais leurs tests salivaires. Là, on a procédé à un contrôle de stupéfiants pour savoir si le conducteur a consommé que ce soit des produits illicites. Cannabis, amphétamine, méthamphétamine, opium, cocaïne. S'il y a un trait rouge, ça veut dire que le test a bien fonctionné. Et s'il y a 2 traits, ça veut dire que l'individu avait dans sa salive la substance. Si vous avez consommé du stupéfiant, vous ne pouvez pas conduire. Premier contrôle et première prise. On va procéder à la suite du contrôle au commissariat. Okay. Fait exceptionnel, le véhicule aux vitres défaillantes ne peut être laissé sur place. 2 effectifs le raccompagnent à bord de son véhicule au commissariat. Le véhicule sera mis en sécurité devant le commissariat. La prise de sang viendra compléter le contrôle. Les conducteurs, eux, se disent rassurés et favorables à ce type d'opération. Moi, pas filmer, moi, pas boire. Au revoir, policier, non respect pour lui, lui-même, il a fait travail. C'est à nous de mettre nous en règle devant la loi. C'est une bonne chose, moi, c'est une bonne chose. L'action est préventive, plus que répressive. Le dispositif, annoncé sur les médias et les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook de la police nationale. C'était vraiment de la prévention et en même temps on a vu un changement aussi du comportement des automobilistes au fil du temps qui passait de notre présence sur les lieux. C'est important que la population se rende compte effectivement des dangers que cela peut créer et des risques que cela entraîne. Diminution de l'acuité visuelle, perte de conscience du danger, excitation intense. Autant d'effets résultant de la consommation de stupéfiants en cause dans 23% des accidents mortels. En moins d'1 heure, les fonctionnaires auront relevé 2 défauts d'assurance, 1 défaut de permis et 1 cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. Et justement, à Fort-de-France, un mort et un blessé par balle à Trenel en une seule soirée le week-end dernier. C'est sur cette base qu'a été organisé un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance ce matin à la mairie de Fort-de-France. Bien que les cas de violence aient baissé de 8% par rapport à l'an dernier, les services de sécurité de la ville, le préfet et le procureur ont décidé d'agir afin de contrer le phénomène. Voyez les précisions recueillies par Alizé Lutran et Michelet François. Ne serait-ce que l'année dernière, il y a eu une multiplication par 2, c'est quand même pas rien, du nombre des opérations qui ont été réalisées par les forces de police. Et encore en ce début d'année 2018, le nombre de gardes à vue qui ont été prises pour ce seul secteur des Terres-Saint-Ville est passé de 21 à 41, ce qui veut bien dire en l'occurrence que de nouveau on a une multiplication par quasiment 2 du nombre des interpellations qui ont pu être réalisées par les forces de police. C'est tout vous dire de l'implication qui est celle, encore une fois, de ces forces de police et qui sera naturellement poursuivie au cours des mois à suivre. Nous allons mener plusieurs forums dans les Terres-Saint-Ville avec les services, la ville, la police municipale, la police nationale, la préfecture, le parquet, de manière à expliquer toutes les actions qui sont en train d'être menées, que la population voit tout ce qui est en train d'être fait. Et puis, sur le terrain, il y aura des opérations qui vont être menées aussi, de manière à ce que ceux qui commettent des méfaits soient arrêtés, donc mis en prison, et puis ceux qui contreviennent à la réglementation puissent s'expliquer clairement et donc rendre des comptes. Il y aura des opérations de nuit, de jour, tous azimuts, de manière à ce qu'on puisse intervenir là où on en a besoin.
Et puis en bref, notez que l'enquête sur les tirs au Terre-Saint-Ville a progressé justement. 2 personnes de nationalité vénézuélienne ont été placées en garde à vue dimanche après-midi. Un âgé de 31 ans, arrivé en Martinique depuis une semaine, a reconnu avoir tiré sur la victime tout en précisant qu'il l'a fait car il craignait que son adversaire ne prenne l'initiative de lui tirer dessus. Le second, âgé de 25 ans, pilote de la motocyclette sur laquelle se trouvait le tireur, a contesté toute implication dans les faits. Ils ont tous 2 été présentés au parquet de Fort-de-France hier et jugés ce jour en comparution immédiate. L'homme âgé de 31 ans a été condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement du chef de violence avec arme. Celui âgé de 25 ans a été condamné à une peine d'1 année d'emprisonnement du chef de complicité de violence avec arme. Ils ont tous les 2 été placés en détention. Et puis les cas de violence continuent encore aujourd'hui, encore cet après-midi au François-Cartier-Lamanzeau. 2 hommes se sont battus au coutelas. Les 2 sont gravement blessés. Un homme de 45 ans avec un doigt sectionné, une blessure à la tête. Le second homme âgé de 23 ans est blessé au bras. Ils ont tous les 2 été transportés au CHU de Fort-de-France. 3e jour du procès de Kevin Ndour et 6 de ses présumés complices. Après 2 jours de séance houleuse et les frasques du principal accusé, les audiences ont pu reprendre normalement aujourd'hui. L'accent a été mis sur les surveillances téléphoniques décriées par les avocats des accusés depuis le début du procès. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Michelet François. 2 enquêteurs de l'Octrice, ceux qui ont mené ces investigations, ont longuement été auditionnés aujourd'hui par visioconférence. Ils semblaient mal à l'aise face aux questions des avocats, car les avocats des accusés tentent de prouver que les services de police auraient usé de techniques illégales de surveillance et doutent de leur impartialité. Nous apprenons de manière ahurissante que l'expert est à la fois un contractuel avec le ministère de l'Intérieur et en même temps, sur question, il nous dit que c'est à ses heures de repos qu'il devient expert. On apprend également qu'une société privée unipersonnelle, c'est-à-dire une personne seule qui n'a jamais déposé ses comptes, va se charger de transcrire les conversations issues des BlackBerry. La transcription est une mission confiée uniquement à des officiers de police judiciaire ou à un juge d'instruction. La position de la cour d'assises spéciale est également pointée du doigt par les avocats des accusés. Ils lui reprochent de ne pas prendre acte de certains éléments. Parce que ces réponses sont des réponses à des questions données par des gens qui n'ont jamais été entendus dans ce dossier jusqu'à présent. J'ai, moi, personnellement l'impression qu'il y a en effet un malaise sur la recevabilité d'un certain nombre d'éléments de preuve. C'est une impression qu'il n'y a de dossiers valables, qu'il n'y a d'enquêtes valables, d'instructions valables, etc. parce que tout ça coûtait beaucoup d'argent, que si on aboutit à des condamnations. S'il y a des acquittements, ça ne vaut pas le coup. S'il y a des annulations, ça ne vaut pas le coup. Bah si, ça vaut le coup parce que c'est l'application de la loi. De son côté, Kevin Ndour est désormais le seul accusé à comparaître derrière le box en verre suite à son accès de colère lundi et aux échauffourées avec les hommes du GIGN. Ses complices présumés, eux, ont été déplacés en face dans les boxes sans vitres. Kevin Ndour s'est d'ailleurs montré assez agité aujourd'hui. Il sera auditionné demain avec ses 6 co-accusés. Nous vous en parlions hier, Magali Méjean aurait eu 33 ans cette année. 4 ans après la découverte de son corps à Basse-Pointe, l'enquête est toujours au point mort. Pour en parler, nous recevons sa maman, Patricia Méjean, accompagnée de son avocat, Philippe Edmond-Mariette. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à vos téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va commencer avec vous, madame. On va prendre de vos nouvelles. Comment allez-vous aujourd'hui ? Pas très bien, vous devez bien vous douter qu'après 4 ans et demi, après la disparition de notre fille, l'enquête est toujours en cours. Donc pour nous, c'est très long. Donc nous sommes venus en Martinique pour lui rendre hommage, déjà dans un premier temps à Chalvet, et pour être un petit peu au courant de l'enquête. Bon, malheureusement, au niveau de l'enquête, il y a encore des tas d'investigations en cours. Donc... Et vous suivez l'enquête depuis l'Hexagone. Vous avez gardé des contacts en Martinique et que vous dit-on ? Eh bien, nous avons gardé des contacts avec notre avocat, bien sûr, avec nos avocats, puisque nous pouvons les joindre à tout moment. À la gendarmerie, c'est plus compliqué parce que ça change régulièrement. Nous en sommes au 2e procureur, au 3e juge d'instruction. Bon, le nombre d'enquêteurs sont assez nombreux, donc c'est compliqué de les joindre.
Mais par le biais de notre avocat et du juge d'instruction, on arrive quand même à avoir quelques éléments. Alors justement, vous êtes accompagné de votre avocat. Dites-nous où en est l'enquête concrètement. Bien, l'enquête progresse. Alors c'est vrai que pas de géant, parce que c'est difficile. Parce qu'au début, et je le dis en prenant mes responsabilités, peut-être qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises dans les premières investigations. Mais depuis, les 2 derniers juges d'instruction, et singulièrement celle qui est aujourd'hui en charge de ce dossier, s'est énormément investi. Donc il y a aujourd'hui un gros travail qui a été fait. Des examens et des analyses sont en cours. Je ne doute pas de leur efficacité et des résultats que nous aurons. Et tout cela, bien entendu, sera à mettre en perspective avec les éléments matériels qui sont déjà établis dans cette procédure et qui démontrent de manière quasiment certaine que Magali n'a pas fait une chute mortelle, mais qu'elle a bien été victime d'une agression. De quelle ampleur et de quelle nature, je ne peux pas y répondre aujourd'hui, mais en tout cas, il faut trouver là l'explication de sa disparition et bien entendu, malheureusement, de sa mort. Alors que l'on comprenne bien, en tant qu'avocat, quels sont vos pouvoirs pour suivre l'enquête et peut-être la faire avancer? Est-ce que vous avez des contacts avec les forces de l'ordre? Alors, mes contacts, certes, existent avec les forces de l'ordre, mais ils sont surtout dans la proximité avec le juge d'instruction et le procureur de la République. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons demandé un certain nombre d'investigations. Quand j'ai reçu moi-même un certain nombre de témoignages, dont des témoignages anonymes, je m'en suis fait l'écho auprès du juge d'instruction, de sorte que ces éléments-là soient apportés à l'enquête. Après, le juge a d'ailleurs vérifié et fait procéder par commission rogatoire à un certain nombre d'investigations pour obtenir des compléments, des éclaircissements sur un certain nombre de témoins. Tout n'a pas été utile à la manifestation de la vérité parce qu'on s'est rendu compte que quelquefois les témoins se trompaient de personnes physiques et qu'ils avaient pris Magali pour une autre personne. Et puis il y a un certain nombre d'éléments qui ont permis aujourd'hui que le dossier avance. Et je ne doute pas, malgré la difficulté, malgré le fait que Mme Méjean le rappelait, ça fait maintenant 4 ans, mais je ne doute pas que ce dossier, on arrivera à le conclure parce que à la Martinique, même si il y a un certain nombre de disparitions qui peuvent être inquiétantes ces dernières années, dans le dossier de Magali Méjean, tout est mis en œuvre pour que la vérité puisse éclater. Alors, Madame Méjean, vous êtes rendue à Basse-Pointe pour déposer un bouquet à proximité du HLV. Là où son corps a été retrouvé. Et que vous disent? Est-ce que vous avez rencontré les riverains? Que vous disent-ils? Les riverains, nous ne les avons pas rencontrés. HLV, à l'endroit où elle a disparu, c'est un endroit de randonnée, donc nous n'avons pas rencontré les riverains. Nous avons rencontré la maire de Basse-Pointe qui nous assure de son soutien. Maintenant, si je suis là aujourd'hui, c'est pour faire appel à la solidarité des Martiniquais, pour qu'ils nous aident, pour qu'ils parlent, parce que nous sommes convaincus que des personnes savent certaines choses. Donc ce que l'on veut aujourd'hui, ce que l'on demande aujourd'hui aux Martiniquais, aux Martiniquaises, c'est de nous aider à trouver cette vérité. Donc, monsieur le procureur a ouvert son cabinet et veut bien entendre toute personne qui aurait des éléments pour faire progresser l'enquête. Alors justement, est-ce que 4 ans après, est-ce que c'est possible de relancer l'enquête? C'est possible que les langues se délient. Et pour assurer une sécurité à ces témoins-là, nous sommes convenus avec le juge d'instruction et le procureur de la République de faire en sorte que les témoignages soient anonymisés. Ce qui veut dire que M. Paul ou M. Jacques, qui a aujourd'hui des éléments mais qui ne souhaite pas être fichier dans une procédure avec son adresse, sa date de naissance, etc., il va demeurer inconnu, il va demeurer anonyme par une procédure aujourd'hui que le Code de procédure pénale permet, mais nous allons recueillir cette déposition-là. Ce ne sera pas recueilli par Philippe Edmond Mariette ou par Louis-Philippe Suty, mon confrère qui collabore avec moi sur ce dossier. Ce sera recueilli par le juge d'instruction dans un process qui sera articulé autour d'une demande présentée soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction au juge des libertés de la détention qui, au regard des éléments qu'on lui présentera, autorisera l'anonymisation de la déclaration qui sera faite par le témoin. Je suis quasiment sûr que par ce biais-là, nous pourrons faire des bonds de géants dans une procédure qui n'a que trop duré. Très bien. Pour terminer, vous avez quelque chose à rajouter, Madame Méjean? Non, je fais toujours appel à cette solidarité martiniquaise, car c'est très difficile de perdre un enfant. Et je pense que toute maman, même en Martinique ici, comprend mon malheur, comprend ma peine.
Et je leur dis que les personnes qui ont tué notre fille, ce sont des prédateurs, et ces prédateurs sont toujours dehors et peuvent recommencer. Merci. Donc, faisons attention à nos enfants, protégeons-les. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et puis bon courage. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous deux. Parlons maintenant d'une institution qui faisait partie du patrimoine martiniquais et qui fermera définitivement ses portes le 16 juin prochain. Fondée en 1910 par André Alexandre, la librairie du même nom a été liquidée par le tribunal mixte de commerce. Elle était déjà confrontée à des difficultés financières qui ont finalement eu raison de l'établissement. Partons en Guyane maintenant avec un projet de carte d'identité de la faune et de la flore du territoire réalisé par les élèves de plusieurs établissements scolaires. Une occasion pour eux de mieux connaître leur région. Voyez les précisions recueillies par nos confrères d'ATV Guyane. Un projet qui vise à mettre en valeur le patrimoine naturel de la Guyane. Donc l'idée était de mettre en valeur, donc de créer la carte d'identité d'espèces, de la faune, de la flore, ou carrément également mettre en valeur un écosystème particulier. L'objectif, c'est que les élèves s'approprient des éléments de leur patrimoine, qu'ils apprennent à connaître. Et quand on comprend comment ça fonctionne, on protège bien sûr et on préserve beaucoup plus facilement. D'abord, c'est un travail de recherche. Donc, ils font un choix du sujet qu'ils veulent décrire. Et ensuite, il s'agit pour les élèves de faire une recherche documentaire. Alors, parfois, ils font appel à des animateurs, notamment le parc naturel régional. Surtout, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un projet qui est pluridisciplinaire. Ça permet aux enseignants de travailler autrement. Et finalement, c'est au profit des élèves qui développent des compétences dans toutes sortes de domaines. Bien sûr, l'une des priorités de l'académie, c'est la maîtrise de la langue. Les sciences, bien sûr. L'histoire, la géographie. Ce que nous souhaitons faire de cette exposition, c'est que nous souhaitons la rendre itinérante. Nous ne savons pas encore si ça se fera ici, enfin au cours du mois de juin, mais certainement pour le début de l'année scolaire. De retour en Martinique avec une conférence de presse organisée aujourd'hui pour présenter le festival Bel-Est Matinique. Le rendez-vous est fixé du 7 au 10 juin prochain. Plusieurs temps forts, dont une conférence débat Manché tombé en Belpa pour l'ouverture au parc culturel Aimé Césaire jeudi prochain. Des spectacles de danse sont également au programme. Voyez les précisions recueillies par Loïc Richis. Depuis avant l'esclavage, chaque fois les Caraïbes échappaient, c'était dans les pays voisins qui allaient chercher secours. La Caraïbe était venue ici. Langue créole, zakalienne, tous ces différents pays. Et donc, nous avons même base là, et qu'il y a aussi qui fait partie des outils, des éléments qui permettent de nous sembler. Donc, c'est important pour nous, deuxième édition, inviter des pays. Malheureusement, nous avons invité plus. Comme c'est deuxième là, nous pouvons connaître force, nous créer des Trinidad et Tobago, qui n'y a Bel-Est, qui apprend beaucoup, nous n'y en thème conférence qui a dit culture et espace de revivance, c'est-à-dire manière de nous résister. Donc ces pays ont la même difficulté pour te résister. Ni 40 ans dit ça, Bel-Est c'était bagaille Vienègue, ici c'était le même langage là, Sainte-Lucie, Trinidad, tout partout c'était le même bagaille là. Pourquoi? Parce que tout ça qui était Adam, racine de ces pays-là, la Caraïbe, en tout cas, il a été rejeté. Et Bel-Est a toujours résisté. Donc Bel-Est a résisté et sans chimère. Donc là, nous descendons effectivement, où c'est maman là, Trinidad, là nous allons où Sainte-Lucie, nous effectivement travailler là, là nous discuter, puis c'est mon c'est exactement le même combat c'est mon amène qui nous. Elle est chanteuse, elle parle de l'intime, de l'amour, du quotidien. Elle est martiniquaise, elle s'appelle Pekka et elle est notre invitée ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de commencer, on va faire découvrir au grand public votre univers. On regarde un extrait de ce que vous faites. J'ai allumé un cierge à Notre-Dame en implorant le ciel de m'envoyer un homme. Ça marche pas, quelle que soit la technique, l'amour me fait la nique en élu dans mon cas. Voilà pourquoi, lorsque tombe le soir, je lis pas les classiques, mais des livres érotiques.
que je serai satisfaite. J'ai un job alimentaire qui me prend la tête et je m'ennuie. Et mon patron est un con. Il mériterait que j'incendie son caleçon. Alors je mélange quotidien et songe. Moi la vie en rose je la connais quand CD. C'est pas parce qu'on se voit tout nu qu'on doit employer des mots crus, n'importe quoi. Arrêtez de m'embarrasser, venez donc plutôt m'embrasser. Alors ma première question, dites-nous qui est PK? Quel a été votre parcours avant la sortie de votre premier EP que vous allez présenter demain soir? Alors, je fais de la musique depuis un petit moment déjà. J'ai travaillé auparavant avec le label Be-Caribbean jusqu'en 2015. Ça s'est terminé par la parution de 2 de mes morceaux sur la compilation Pop Créole, enfin Créole Pop, pardon. Et donc aujourd'hui, je suis en autoproduction et donc ça fait 2 ans que je travaille sur la production de mes chansons en français que je vais présenter demain. Mon album sort demain et j'en profite pour faire une soirée de lancement au Cloud avec les Brunes Platines. Justement, nous allons en parler. Vous avez choisi de vous concentrer sur les textes, ce qui n'est plus très courant de nos jours. Excusez-moi, bon, je parle à une chanteuse et je perds ma voix. Voilà. Donc je disais, vous avez choisi de vous concentrer sur les textes, ce qui n'est pas très courant de nos jours. Pourquoi avoir choisi ce style? Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler du quotidien, des amours et des déboires des femmes de 30 ans. Et donc, c'est une envie qui me vient aussi. Enfin, je suis illustratrice à la base et je tenais un blog de BD auparavant. Et j'avais l'habitude de raconter des petites histoires comme ça. Et ça s'est au fur et à mesure traduit dans mes textes de chansons. Donc j'ai toujours des textes comme ça qui sont inspirés généralement d'histoires vraies, des histoires sentimentales qui ont pu m'arriver à moi ou à certaines de mes amies. Et c'est toujours traité avec humour, dérision. Enfin, voilà, j'essaye d'avoir toujours un côté décalé pour pas tomber dans le doudou, tu m'as quitté, je suis triste et j'ai envie de mourir. On a déjà assez. Voilà. Alors, vous allez, pour faire découvrir votre premier EP, vous l'avez dit, vous organisez un concert live demain soir 19h30 au live. Alors, qui a-t-il au programme? Alors, demain soir, je serai avec mes musiciens Guy-Marc Vadeleux au piano et Daniel Dantin aux percussions. On va jouer, donc je vais présenter mes chansons. Donc on va faire un set d'une petite demi-heure, 45 minutes. Et après, les Brunes Platines, qui est un collectif de DJ entièrement féminin, va enchaîner sur des choses plus dansantes. Voilà. Et après, quels sont les projets de PK? Et après, j'ai plusieurs dates prévues en Martinique au cours du mois de juin. Et puis, je travaille en collaboration avec la direction des affaires culturelles. Je suis soutenue par Tropicatrium. Donc, d'autres chansons, d'autres spectacles, voilà. Très bien. Et un album pour l'année prochaine, j'espère. On espère également. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Et on rappelle que le premier rendez-vous avec PK, c'est demain soir, 19h30, au Cloud. Voilà. Merci à vous. Allez, ATV, toujours dans la proximité, nous passons tout de suite à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence à Sainte-Marie, au quartier reculé. 2 ans après sa destruction par des intempéries, le pont de la rivière Pierrot est de nouveau praticable. L'ouvrage a officiellement été inauguré ce matin par le maire. Ce pont permet à nouveau aux riverains de pouvoir enfin circuler entre les différents quartiers. C'est un reportage de Loïc Régis. Voilà, applaudissements. Le pont de la rivière, de nouveau accessible et praticable. Une bonne nouvelle pour les riverains qui devaient avant faire de grands détours. Impossible de traverser le cours d'eau. La vie a été fouillée, été fait en trace. Personne ne sait ce qui s'est passé. Là, mon arrivé ici, il va passer, il est obligé de dévirer. Ah ouais, pas tenir moyen, mon passer, pas tenir route, là, tant pec-mel, comme on dit. Ah non, moi, je ne pas te passer, là, je ne passer. On est assuré parce que je vois que maintenant, mon fils peut passer facilement, directement, pour rentrer chez lui. Un soulagement. L'ancien pont a été détruit en septembre 2016 lors de violents épisodes pluvieux.
La nouvelle structure est plus solide et représente en principe plus de garanties face aux intempéries. Comme c'est un endroit que l'eau descend très fort, ne regardez pas qu'elle est calme là en ce moment, mais alors on était obligé de surdimensionner l'ouvrage pour qu'elle puisse résister à l'eau et aussi que les gens puissent passer dessus en cas de forte pluie. Pour ça, on a dû faire des renforcements de l'ouvrage, des enrochements en amont et en aval. Un nouveau pont à 120 000 €. Plusieurs partenaires ont financé l'édifice. Le prix à payer pour désenclaver cette partie du quartier. Cet ouvrage qui était nécessaire, qui permettait la liaison naturelle et le lien normal entre les quartiers, était quand même devenu un point faible du maillon de liaison samaritaine. Donc aujourd'hui, la reconstruction de ce pont, qui a duré une année, permet qu'il y ait cette liaison naturelle entre les quartiers. Les automobilistes n'ont pas attendu longtemps avant de retrouver leurs habitudes. D'autres chantiers attendent le quartier reculé, notamment la construction de 124 logements qui devraient commencer cette année. Et nous restons à Sainte-Marie avec la vannerie Caraïbe qui reçoit le grand public jusqu'à demain après-midi. Une manifestation initiée par l'Office de tourisme qui s'appelle désormais Kainou. Il sera bien évidemment question de mettre en valeur notre art de la vannerie. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus sur place. Regardez. Madame Marie-Sainte, c'est vrai, je parle sous ton contrôle, tu es une ancienne vannière, 50 ans de vannerie. Là, c'est très bien ce qu'on voit là. Et c'est comme ça que cette manifestation elle va s'intituler l'art de la table. Ouais. L'art de la table, ça veut dire que nous allons trouver des belles petits bagailles, plateaux, des belles plateaux. Ça, c'est pour mettre des flets, par exemple, on les tables là. On regarde toujours. Ça, c'est très intéressant. Hein. Ça, c'est pour le cache-vert. Comme ça, l'art de la table, durant 2 jours, ici même, à la vannerie de Mondezès. Voilà. Des mains qui tressent, donnant naissance à des objets décoratifs ou éléments du quotidien. Bienvenue dans l'univers de la vannerie Mondezès, au lieu de la tradition. Un héritage amérindien qui s'est jusque-là transmis de génération en génération. C'est vrai qu'il y a plusieurs sortes de vanneries, mais il faut dire que la vannerie Caraïbe, elle est unique en Martinique et nous voulons la valoriser. C'est pas par hasard, il a dit Mondezès c'est la capitale des Nègres marrons, Mondezès c'est la réserve Caraïbe, c'est pour qui la vannerie ici. Et nous, ligne politique là, nous les développer, ça vrai nous les quitter centre là ici, mais nous les porter la vannerie dans tout quartier Sainte-Marie. Durant 2 jours donc, le grand public est invité à la vannerie Caraïbe, histoire de découvrir quelques réalisations. L'art de la table, c'est le thème retenu. Nous aurons différents ateliers. Il y aura des ateliers pour confectionner un rond de serviette, un dessous de verre, pour préparer la matière première et également pour la cuisson du cachibou et de l'arôme. C'est Kainou, une toute nouvelle association dans la commune qui propose ce rendez-vous de la vannerie. Depuis la loi NOT prend disposition pour séparer tourisme et puis la culture. Donc Cap Nord parti et puis tout ça qui est tourisme et puis la culture était Sainte-Marie. Donc en bas l'option monsieur Limet, il dit qu'il faudra nous donner un outil pour nous mettre travail culturel là à terre. Et comme va nous des années la vannerie il a crié Kaipai et nous des années la maison du Bel il a crié Kaibelé. Donc Kaila qui calien nous bail non Kaino. Bibi, faut ça Belé. Maman, et puis c'est bien avant qu'il là. Mais c'est, vous avez qu'à mettre farine, si comme ça, grand-maman nous avez qu'à faire ça. Maman. Voilà, on espère que vous serez nombreux à cette manifestation demain et après-demain. Et puis notez, vendredi à 16h, Stella Gonis et son groupe Nek Djiné, ça c'est pour le côté animation pure, ça sera ici même. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Notez que la rentrée des classes 2018 a été décalée par l'Académie de Martinique. Initialement prévue le 31 août pour les enseignants et le 3 septembre pour les élèves. Les nouvelles dates sont le lundi 3 septembre pour les enseignants et le mardi 4 pour les élèves. Alors tout le monde gagne un jour de vacances. Autre information pratique à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'une collecte sera organisée de 8h à 13h sur la place du marché du Marin, face au front de mer. Et puis comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre-Zolda-Kittmann, au quartier La Ménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional. Mais ne bougez pas, la tranche info continue. On se retrouve
retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani, toujours en Tchèpeia. À tout de suite.